Bienvenue à e-marketing Paris. Ravi que vous soyez aussi nombreux par ces jours de difficultés de transport. On est ravis d'avoir également une belle communauté qui a l'habitude de venir à e-marketing Paris. Est-ce que vous pouvez lever la main pour nous signaler ceux qui étaient là l'an dernier? Ah oui, donc des fidèles. Ravi de vous revoir. Bienvenue à tous les nouveaux. C'est la bonne occasion de se former et de comprendre mieux ce qui se passe dans le marketing. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir 4 très bons speakers et je vous demande de les applaudir quand je vais les appeler. Donc la première est Marilyn Lacaze de la Compagnie des Alpes. Marilyn est une star du digital et elle peut parler 1 minute comme 8 heures d'affilée. Donc une passionnée, je vais essayer de contenir et de vous montrer qu'effectivement, elle a des choses très intéressantes à dire. Je vous demande d'applaudir également Marine Gall de Air France. Marine qui vit plusieurs vies chez Air France. Elles sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Et elle va nous dire ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est parfait, tu es parfaite, là, c'est très bien. Et enfin, Laurent H. de Rakuten. Et c'est pas seulement Rakuten France, c'est également Rakuten International, puisque Laurent est directeur de l'Institute of Technology de Rakuten Monde. Et il va nous en parler. Je peux vous dire également que c'est passionnant. Le 4e speaker que vous voyez ici, c'est Christophe Allier, qui est bloqué à Lille, tout simplement. Donc il a quand même préparé une vidéo à votre attention que nous aurons le plaisir de passer tout à l'heure. Petite recommandation avant de commencer, ça permet à tout le monde de rentrer et de s'installer. Si vous voulez vous asseoir sur les côtés, vous n'hésitez pas. Il y a de la place aussi sur scène, hein, s'il reste des sièges au cas où. N'hésitez pas à venir vous installer. On est en format café décontracté. Et surtout, vous avez une application qui vous permet bien sûr de nous envoyer des tweets. Donc, vous savez, avec le hashtag IMKTP, e-marketing18. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poster des photos, des informations que vous trouvez pertinentes. Ça permettra aussi à tout le monde de partager le contenu que vous avez retenu. Et également, vous pouvez poser des questions. Alors, il y avait un petit papier avec le numéro de téléphone qui est ici. Mais il apparaît voilà, sur les 2 écrans de chaque côté. Vous voyez quelles sont les questions et quel est le numéro que vous pouvez utiliser. Très bien. Il y a des questions dans la salle jusqu'à maintenant? Non? So far, so good? Très bien. Je vais m'asseoir avec eux et on va vous passer une petite vidéo pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Mais d'abord, je voulais vous dire que bien que la technologie existe et nous permet de faire beaucoup de choses, eh ben, il y a des situations où il vaut mieux pas l'utiliser. Et peut-être vous aviez déjà vu cette photo. Qui la connaissait déjà? Levez la main. Oui, pas mal de monde. Effectivement, Mark Zuckerberg est arrivé au Mobile World Congress en 2016 dans une salle qui était pleine à craquer, mais ils avaient effectivement cet écran de réalité virtuelle. Donc, ils n'ont même pas vu arriver, alors que sinon, tout le monde l'aurait bien sûr regardé avec beaucoup d'attention. Donc, la technologie, c'est bien, mais le contact humain, c'est aussi très bien. On est dans un monde de plus en plus technologique et de plus en plus conversationnel. Vous connaissez Brian Solis? Levez la main. Ah oui? Ouais. Ah ben, je suis contente de faire découvrir à un certain nombre d'entre vous. Brian Solis, donc c'est un analyste qui a dans la Silicon Valley à San Francisco, qui adore venir en France et quand il vient, on est très content parce qu'il nous inspire beaucoup. Il y avait un numéro de e-marketing qui était consacré à un article avec lui en décembre-janvier. Je vous invite à le relire. Et effectivement, il observe depuis une dizaine d'années quelles sont les conversations, quels sont les outils de ces conversations. Et donc, sur ce visuel que vous n'allez pas forcément lire très facilement, vous voyez arriver toutes les applications au fur et à mesure des années, toutes les applications digitales qui permettent effectivement d'enrichir le marketing, d'enrichir l'expérience client, de faire de la connexion plus personnalisée. Et donc, c'est toujours intéressant à visionner. Et enfin,
Dans un monde de data, et ça c'est un sujet que je vous invite à analyser de près, surtout qu'on est à maintenant un peu moins de 2 mois du GDPR. Enfin, il y a ce monde de data, on va, bien sûr, ça va changer beaucoup de choses. Mark Zuckerberg en sait quelque chose aussi ces jours-ci. Je vous invite à venir cet après-midi. C'est vraiment une table ronde qui va être très intéressante, qui vous permettra de comprendre comment des marketeurs utilisent maintenant ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans des situations diverses et variées, comme chez AXA, Les Échos, Areva, ex-Areva, et le 4e étant Ubisoft. Donc pour commencer, une petite vidéo. Merci. Donc ça, c'était une mise en ambiance. On n'a pas pu mettre le son très fort parce qu'on a des voisins. Et mise en ambiance pour Marilyn. Marilyn, tu te présentes en 2 minutes et je présente aussi Marine et Laurent en 2 minutes. Oui, alors en fait, au sein de la Compagnie des Alpes, donc on a 25 marques, parcs et domaines skiables. On est leader mondial sur la partie domaines skiables, avec des domaines comme Chamonix, Val d'Isère, Co. Et on est numéro 4 sur les parcs de loisirs avec le Futuroscope, Parc Astérix et Grévin, etc. Pourquoi j'ai voulu qu'on diffuse cette vidéo? Parce que quand tu m'as posé la question comment le digital transforme l'entreprise, je lui ai dit quand on voit ça, il ne transforme pas que le marketing. Donc on en parlera après, mais je te laisse. Ok, merci. Marine. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai un profil un peu atypique. Je ne vais pas vous présenter Air France, que vous connaissez. Air France, c'est une magnifique maison qui, depuis quelques années, a mis beaucoup d'énergie à réveiller la culture client, à remettre le client au cœur de la vision. Et donc, au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion de contribuer à ce réveil, à cette magie de la marque. Il y a presque 10 ans, avec la création d'un salon qui est devenu notre flagship, le Salon La Première. Et puis, avec les équipes, on a créé un nouvel esprit de service qui est devenu un projet d'entreprise. En 2013, j'ai eu la chance et la fierté de m'occuper de la montée en gamme du long courrier d'Air France et donc de réveiller la magie de la marque, non seulement sur l'aménagement des cabines, ce qu'on appelle le hard, mais aussi toute la dimension émotionnelle du service. Et puis peut-être la chose la plus rigolote qu'on ait pu faire, c'est sans doute la nouvelle vidéo des consignes de sécurité. C'était quelque chose qui n'avait pas été touché depuis 10 ans. Plus aucun client ne regardait cette vidéo des consignes de sécurité. Et on a voulu symboliser ce renouveau de la marque, cette magie de la marque au travers de ce petit film qui est presque un film publicitaire. Et puis depuis quelques mois, j'ai rejoint la direction de la transformation. Et ma mission est d'accélérer l'innovation à Air France. Et on en parlera ce matin. Avec plaisir. Laurent de Rakuten. Quelqu'un connaît Rakuten dans la salle? Vous levez la main? Oui. Oui. Et Price Minister? Oui, à peu près tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est Rakuten, Laurent? Bonjour. Parce que bientôt, Price Minister n'aura plus son nom, ce sera Rakuten. C'est presque fait, c'est déjà Okay. Rakuten France. Rakuten, c'est un groupe japonais qui est très très important au Japon, qui est au niveau d'Amazon pour ce qui est du e-commerce et des marketplaces, mais qui en plus du e-commerce a un tas d'autres activités financières, voyages, opérateurs mobiles. C'était au Mobile World Congress, il y a eu des grosses annonces cette année. Donc c'est un groupe qui assemble différents business à travers un système de fidélité qui s'appelle les Superpoints. Et ce groupe dont la marque n'est pas encore connue en dehors du Japon, il essaye maintenant de répliquer ce modèle à l'extérieur, c'est-à-dire principalement en Europe et aux États-Unis. Et il y a en fait un tas de sociétés qu'on connaît assez bien au niveau de des régions qui font partie du groupe Rakuten. Donc Price Minister en fait partie, mais il y a aussi Viber peut-être, que vous connaissez, Kobo et un tas d'autres. Aux États-Unis, eBet, qui est une société assez importante. Et donc toutes ces acquisitions de Rakuten, qui sont restées sous leur nom d'origine,
passe maintenant sous la marque Rakuten et il va y avoir une promotion de cette marque qui fait qu'on essaye d'homogénéiser et de rassembler tous ces différents business suivant le modèle qui est proposé au Japon. Et ce groupe Rakuten a un département d'innovation et de recherche qui s'appelle Rakuten Institute of Technology. Je ne suis pas directeur mondial de Rakuten Institute of Technology, juste pour la France, mais c'est pas mal déjà. Et donc dans ce groupe, on fait beaucoup d'intelligence artificielle, aussi de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et on essaye de promouvoir ces services et de développer améliorer les services à travers le machine learning et d'autres technologies très innovantes pour tout le business du groupe. Et qui a fondé Rakuten? Est-ce que c'est une personne unique ou est-ce qu'il s'agit d'un conglomérat? C'est une personne qui a eu l'idée au tout début d'Internet au Japon, Hiroshi Mikitani, de créer une marketplace, mais la notion n'existait même pas, je pense. Et l'idée, c'était ça repose sur l'idée de empowerment, de permettre à des marchands qui sont des commerçants qui ont une boutique locale, de vendre n'importe où dans le monde à travers Internet. Donc à l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Et ces commerçants, ils n'avaient même pas d'ordinateur, ils ne savaient même pas se servir d'une souris. Et donc c'était très ambitieux. Et c'était très innovant et c'était un des premiers à penser à faire ça. Et donc ça s'est développé, maintenant il y a 15 000 personnes, mais il a commencé tout seul. Tu peux répéter doucement le nom, qu'on le retienne, son nom? Son surnom c'est Miki. Ah, Mikitani-san. Et il parlait cette année au Mobile World Congress. Oui, il a annoncé que Rakuten devenait opérateur mobile. D'accord. Ils ont une licence pour développer. Oui, ils étaient déjà à MVNO, mais ils deviennent vraiment opérateurs mobiles. D'accord. Ils ont des ambitions très fortes. Ils ont aussi, par exemple, lancé une carte de paiement au Japon, qui est devenue la première. Donc, tous les business qui sont lancés par Rakuten ont beaucoup de succès en général. Ouais. Très bien, merci. Alors, il n'est pas là, mais il vous a fait une petite vidéo en espérant que le son soit bon. Quels sont les conseils que vous donneriez aux marketeurs dans la salle pour travailler avec les CTO, les CIO et les CDO? Alors, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. J'ai juste envie de vous dire que pour moi, je suis convaincu que le succès de nos entreprises, elle passe par la maîtrise à la fois du digital et des systèmes d'information. Donc, quelle que soit la nature de votre activité, il faut, à mon sens, créer des organisations qui associent des développeurs, des analystes, des business owners au sein d'une même entité. Donc l'idée, c'est d'avoir des petites équipes, en tout cas c'est ce vers quoi nous on va, des petites équipes pluridisciplinaires qui agissent avec le plus d'autonomie possible dans le cadre de la vision d'entreprise, et c'était la réponse à la question précédente. Donc à partir du moment où vous avez une vision qui est décrite, eh bien vous avez toute, on va dire, la matière pour définir la stratégie que vous voulez mettre en œuvre. Très bien, donc c'est une première question pour toi. On va passer Kiabi parce qu'on voit à peu près ce que c'est. C'est première question pour toi, Marilyn. Je te passe le micro, merci. C'est justement comment tu as pu organiser, accélérer cette transformation digitale du marketing en tant que Head of Digital à la compagnie Zalp, avec autant de métiers et avec des responsabilités différentes et des profils différents. C'est clair que quand j'ai créé l'équipe digitale, je me suis dit waouh, 25 marques, des gens partout, à Séoul, à Prague, à Montréal, en Chine, en Suisse, en France. Comment je vais faire? Et j'ai retenu le mot empowerment, qui est exactement de là qu'on est parti. Et j'ai aussi retenu le côté petite équipe, parce que la Compagnie des Alpes a été créée il y a 25 ans, à l'origine par la Caisse des dépôts, qui a racheté des domaines skiables, le top 15 des plus grandes stations de ski, et qui après a racheté des parcs il y a 10 ans. Et du coup, on avait des gens qui avaient des cultures locales très fortes. Quand, par exemple, je prends le plus gaulois des parcs, le parc Astérix, les gens, ils sont 200 l'hiver à Pléi, et quand arrive l'été, ils sont 2000. Donc je me suis dit, il ne faut absolument pas qu'en centrale, on casse le dynamisme local. Ce n'est pas moi qui vais dire à la personne qui est basée à Séoul qu'est-ce qu'elle va poster sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, sur le mobile, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Donc on a vraiment... donc ça, c'était la partie déjà locale. Et après, dans la culture de l'entreprise, on avait aussi une culture d'ingénieur. Parce que clairement, quand la Compagnie des Alpes s'est créée, on nous a dit, voilà la montagne, créez un domaine skiable. Et ça, c'est quelque chose qui est assez proche des startups. Les ingénieurs, ils sont très opérationnels. C'est le bon sens paysan, pas de stratégie à 20 ans, mais des choses qui fonctionnent pour le public. Donc je me suis vraiment appuyée là-dessus pour dire on va co-créer la roadmap digitale
qui n'est pas d'ailleurs qu'une roadmap que digitale. Et on va mettre en place une culture d'entreprise libérée que je n'ai pas forcément dû mettre en place parce qu'elle était déjà présente. Ça veut dire qu'on a un PDG qui nous a dit nous, au niveau du COMEX, on est au service des patrons des parcs et des domaines skiables qui sont au service de leurs équipes, qui eux sont au service de leurs clients. Donc ça change complètement la dynamique de l'entreprise. Et du coup, on travaille beaucoup sur les soft skills pour pouvoir mettre en place ça. Et donc, on s'est dit comment mettre en place à la fois une harmonisation des technos au niveau central pour aider les déploiements, notamment les budgets, et à la fois donner beaucoup de liberté en local. Et on s'est basé sur le parcours client. Donc on a formé tout le monde au design thinking, tout le monde en démarrant par à la fois les patrons des parcs et des domaines skiables, les membres du COMEX. Donc ça va bien au-delà du digital et de l'IT, qui sont qu'une partie du travail. Comme c'était dit là, il y a le digital, l'IT, les métiers qui vont participer. Et avec les RH, on a mis en place ce qu'on a appelé en interne des action learning. Donc on a pris le parcours client parc et le parcours client domaine skiable. Et de là, on s'est dit quels sont les pain points. Et on a pris en interne des gens qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Donc pour vous donner un exemple, on s'est dit tiens, on a un pain point qui est l'après-ski. Les gens ne veulent pas faire que skier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après le ski? Qu'est-ce que la CDA peut développer au-delà du ski? On a pris quelqu'un qui faisait à Grévin les cires, qui faisait la boutique à Grévin Montréal, la personne qui était en charge au niveau du COMEX, de la finance, etc. Et puis on a dit, voilà, vous avez 6 mois. Dans 6 mois, toutes les équipes, donc il y a quand même 300 personnes qui ont bossé là-dessus, dans 6 mois, vous allez tous revenir avec des réponses. Vous avez tous un sponsor COMEX, et puis ce qui est prêt à être lancé va être lancé. Et donc on leur a appris quoi? On leur a appris l'inconnu. On leur a appris à chercher des gens en interne, chercher des gens en externe, apporter des solutions. Et il y a beaucoup de choses qui ont abouti. Par exemple, on a gagné un appel d'offres pour développer un indoor à Shanghai. Il a été répondu à 100% par des gens dont ce n'était pas le métier. Donc c'est un peu ça qu'on leur a... Tu peux répéter, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait compris. Ouais. Un appel d'offres de... Un appel d'offres pour développer un indoor ski à Shanghai. Ah, d'accord. Parce qu'on voulait se développer en Chine, donc déjà on ne connaissait pas le marché. Deuxièmement, nous on fait ou des indoor parks, comme un musée Grévin, ou des domaines skiables externes, mais on ne fait pas des indoor skis pour l'instant. Voilà. Donc ils ont bossé à la fois avec des gens chez nous qui designent les expériences. Ils sont allés voir des indoor skis ailleurs, ils ont fait des benches. Et au bout de 6 mois, ils ont dit voilà la propale qu'on va livrer, voilà combien ça coûte, voilà quel est le délai, et on va répondre avec ça. Et on a gagné l'appel d'offres. Donc ça montre bien un peu la dynamique qu'on a mis en place. Et après ça, en effet, le digital, l'IT, etc. est au service des sites. Et après, on met en place tout ce qu'il faut. Donc on met en place les technos, on met en place l'harmonisation des contrats, quand on a autant de sites, on met en place l'harmonisation des partenaires, parce qu'au début, on avait moult partenaires, pour aller dans la même vision, dans le même sens, mais en gardant justement une coproduction par les sites et avec des pilotes. Donc on a une quinzaine de projets en parallèle côté parc et une dizaine côté ski qui vont tous dans le même sens, avec des partenaires ou des gros partenaires ou des startups, peu importe. Ce n'est pas quelque chose que nous on prend en considération, la taille de l'entreprise. Et le but, c'est d'aller très rapidement pour que dans 2 ans, paf, le premier lot sorte. Et tous les 2 ans, on a des vagues comme ça de... Donc ça explique un peu la démarche, centré client, qui intègre le local et le central et qui embarque tout le monde dans la dynamique. Très bien. Et donc, par rapport à cette expérience de design thinking, d'entreprise libérée, où chaque collaborateur co-construit en fait une offre, est-ce que tu peux nous dire une expérience plus marketing sur toute la mise en place de comment je gère les datas de 25 millions de clients ? Comment je vais pouvoir mettre en place une DMP avec un système de CRM, de personnalisation qui fonctionne bien? Est-ce que je vais utiliser l'intelligence artificielle? Bien sûr. Est-ce que je vais offrir des nouvelles expériences avec de la réalité augmentée? Comment concrètement, et avec la DSI, avec vos équipes, vous avez mis en place les pratiques marketing classiques ou modernisées? En fait, comme on est une entreprise du coup assez innovante du fait que les gens ont envie de faire des choses en local et du coup on les a accompagnés, on a fait depuis longtemps plein de choses. C'est-à-dire, on a mis en place un DMP en 2011. On a mis en place un DMP en 2011. On a, fin 2010, testé le RTV dans les tout premiers en France. On a, tous les sujets dont tu me parles, on l'a déjà, tout ce qui est réalité virtuelle, on l'a dans nos parcs en termes d'expérience physique. Maintenant, pour nous, le gros challenge, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire de se dire, OK, on a fait des pilotes. Maintenant, il faut le déployer partout.
On a fait du yield au musée Grévin. Ça paraît paradoxal, mais l'ancienne patronne du musée Grévin venait de chez Air France. Elle connaissait le yield. J'ai dit, tiens, c'est un indoor avec des gens. Hop, on va lancer le yield. Voilà. Donc maintenant, le vrai challenge pour nous, c'est en effet d'harmoniser les technos. Donc oui, on travaille sur un très gros projet d'harmonisation des data chez nous pour avoir un ID unique entre les parcs et les domaines skiables. Tu l'appelles Data Lake, c'est ça? Oui, Data Lake, oui. Alors en fait, est-ce que vous êtes familier avec ce concept de Data Lake? Levez la main ceux qui connaissaient. Ah bah c'est pas mal quand même. Très bien. En fait, le gros challenge, c'est que d'un côté, on a des sources de données qui vont arriver, nominatives, donc par exemple les mails, ou non nominatives avec des cookies. De l'autre, on a des sources sortantes, des emails sur un chatbot ou peu importe. Jusqu'à maintenant, le stockage était plus fait dans les outils marketing. Et là, on s'est dit, là, on passe au niveau big data. Le challenge, c'est quand même de stocker ça dans un data lake, donc un espace de stockage big data qui nous appartient et qui ne fera pas que du CRM. Le data lake, c'est aussi les objets connectés pour la maintenance, c'est aussi par exemple le stockage des photos pour d'autres projets pour les clients, etc. Donc là, le gros challenge, ça n'a pas été de dire on fait un data lake. Le challenge, c'est de se dire on a qui chez nous qui sait gérer ça. Et c'est là que la grande question se pose. C'est là que la grande question se pose, parce qu'on dit combien de data scientists? 0. Combien d'architectes de données côté DSI sur la data? 0. Combien? Et au fur et à mesure, on se disait, waouh, on est mal parti. Donc quand on s'est dit, au mois de septembre, on veut un data lake, on s'est dit, ok, mais il faut qu'on embauche qui? Donc ça a été ça le challenge. J'ai fallu 3 mois pour se dire, un tel, et on avance. Et tu connaissais pas Laurent encore? Et non, je ne connaissais pas Laurent encore. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que on a tous des bonnes intentions en tant que marketeur, mais après, derrière, comment on réalise ça? Même si les gens sont libérés et sont co-créateurs, comment vous avez fait et qu'est-ce que tu recommandes? En fait, le vrai challenge, c'est pas forcément d'embaucher des gens de qualité, parce qu'il y en a, et quand c'est une priorité, on sait mettre les moyens dessus. Le problème, c'est le time to market. Parce que quand on a dit au COMEX, dans 2 ans, on aura fait ça et ça et ça, et qu'on se rend compte qu'il faut embarquer les gens pour délivrer à temps, tiens, dans 6 mois, on a la data lake. Ok, mais qui en interne va le suivre? Donc 3 mois pour recruter. Donc c'est un peu ça le challenge, de pouvoir slalomer entre des gens en régie, des gens qui embarquent, pour aller à la fois dans la maîtrise de ce qu'on veut faire, mais aussi dans la rapidité. Donc c'est un peu le challenge, il est plus sur l'humain, je dirais, le recrutement des gens pour accélérer, que sur les technos et après les projets à déployer. Et le data scientist, on le sait bien, c'est une rock star et ça l'est de plus en plus. Donc en fait, ce sont des gens qui sont très difficiles à trouver, des talents qu'on cherche partout. Et donc concrètement, ça a été quoi ta solution? C'est beaucoup le réseau. Clairement, quand on embauche quelqu'un, après il dit ah ben j'ai un tel chez moi. Donc très souvent, quand on embauche une personne, il en fait venir 2-3 en général dans l'équipe. Et des prestataires externes réseau. Ou pas? Prestataires extérieurs? Un mix entre partenaires en régie pour démarrer la semaine d'après, on va dire, et puis c'est 3 mois pour que les gens arrivent. Et après, en effet, comme il le disait très bien, c'est aussi une organisation physique des locaux. Ça veut dire qu'on n'a plus d'un côté la DSI, de l'autre le digital. C'est vraiment de se dire, tiens, là on fait une table data. On met le responsable CRM, le data scientist, les 2 personnes côté IT qui vont être en charge de ce sujet. Paf, ils sont là pendant 3 mois. Et avoir des locaux qui bougent sur des projets avec des gens qui sont en régie pendant 1 semaine, d'autres qui vont être là pendant 6 mois. Aussi des gens de nos parcs et domaines skiables qui viennent, qu'on déplace pour participer à un projet. Donc c'est aussi cette logique de se dire il y a une vraie culture du commun et pas du chez moi. Oui, Laurent a une question et on va lui passer la parole aussi. Merci. Merci Marlene. Oui, c'est intéressant cette histoire de data lake. En fait, autour du data lake, il y a un problème pour rassembler les données qui sont différents types, qui viennent de différents services, etc. Mais après, il y a un problème pour exploiter les données parce que c'est plein de formats différents qui n'ont rien à voir. On ne sait même pas forcément à quoi correspondent les différents champs qu'il y a dans les données. Et donc, comment vous avez géré ça? Parce qu'avoir un data lake en soi, ça ne sert à rien, ça dépend ce qu'on en fait. En fait, le gros boulot, c'est pas de choisir les outils et les partenaires, c'est de faire ses use cases. Et clairement, c'est de se dire justement en partant des personas, en disant quelles sont les fonctionnalités que les gens attendent concrètement en termes d'UX.
Concrètement, si j'aime les coupes-fils au parc Astérix, logiquement, j'aimerais les coupes-fils dans un domaine skiable. Si j'aime les restaurants à table, si je suis en famille, donc définir en fait ces briques de fonctionnalité UX. Après, le mixer en CRM, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'attends comme programme, etc., etc., pour savoir quelles données on doit collecter, à quel moment pour en faire quoi. Donc le gros boulot, il est là. Parce qu'on a un peu les mêmes profils dans les domaines skiables. Par contre, dans les parcs de loisirs, on a des gens qui restent quelques heures, comme au musée Grévin, à la journée, comme un parc Astérix, ou en mode séjour, comme un Futuroscope. Donc c'était vraiment mettre en place les use cases de façon très fine pour pouvoir après faire les appels d'offres, parce que tous les outils sont bons au final, mais lesquels vont répondre à nos besoins. Donc le vrai challenge, il est sur le boulot amont en fait. Qu'est-ce que tu lui poses toi comme question à Laurent avant que je lui pose ma question? Quelle est la vision de la société? Comment la société, déjà pourquoi a été fait le rachat, et quel a été l'intérêt pour eux de racheter une société française? Enfin, quelle est la perception culturelle que vous avez, et comment vous... Non, mais je peux pas répondre. Non, mais les différences culturelles sont intéressantes. Moi, j'étais en Chine la semaine dernière et on se rend compte que digitalement, culturellement, les gens sont différents. Je réponds très rapidement. Comment est-ce que l'enrichissement se fait entre les deux? En fait, je disais que c'est une question passionnante, mais comme il y a aussi beaucoup de choses techno à dire, je voulais pas être hors délai. Non, je vais répondre rapidement sur la différence de culture. Le Japon, c'est une société très très avancée dans le domaine technologique et aussi avec une culture très prédominante, très forte et très spéciale par rapport à tout le reste du monde entier. Mais en même temps, qui est très ouverte à ce qui vient de l'extérieur, d'une certaine manière. Et donc, il y a une ouverture qui fait qu'ils savent exploiter des choses qui ont été développées ailleurs, mais aussi ils ont la volonté d'aller vers les autres cultures, les autres régions. Et cette volonté de Rakuten de répliquer ce qui a été fait au Japon, c'est pas une volonté d'imposer un modèle japonais, mais de réinterpréter quelque chose qui a été fait chez eux avec les spécificités locales. Mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de faire une conférence entière sur la culture, parce que, ayant visité vos locaux, j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes sur effectivement la vision de l'entreprise et la culture. Laurent, donc un petit peu de précision sur ce que vous faites rapidement en matière d'intelligence artificielle, comment vous utilisez, quels sont les nouveaux projets sur lesquels vous travaillez, qu'est-ce qui va nous montrer qu'effectivement une société comme la vôtre a de l'avance, et surtout qu'est-ce qui peut inspirer les personnes qui sont dans la salle. Ça c'est rapidement, mais on ne va pas revenir dessus, le groupe bien sûr, mais c'est pour vous montrer la taille de ce groupe. Mais ça donne une idée du nombre de sociétés qui sont dans le groupe, et c'est juste un aperçu. Donc pour ce qui est de Rakuten Institute of Technology, c'est un département d'environ 100 personnes, mais qui est réparti dans plusieurs pays. Il y a une équipe principale à Tokyo, et il y en a aux États-Unis et à Paris et à Singapour. Et si on parle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vraiment tellement vaste et général que ça représente beaucoup de choses, et c'est déjà présent partout. Donc dans une société qui est une société Internet, il y a déjà du machine learning à plein d'endroits, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Donc les outils qui intègrent du machine learning, ils sont déjà présents, ils sont déjà commercialisés, ils sont déjà utilisés. Pas partout, mais c'est relativement répandu. Donc quel est le rôle de ce département de recherche? C'est de rassembler des gens qui ont une expertise très très avancée. Ce sont des chercheurs qui sont spécialisés soit en machine learning, soit dans des sous-domaines particuliers comme le traitement du langage naturel, le traitement des images, le deep learning, ou dans d'autres domaines qui ne sont pas l'intelligence artificielle, mais qui sont aussi des domaines assez avancés comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et tout ce qui va autour, parce que c'est aussi assez vaste. Et d'avoir une très bonne compréhension de l'état de l'art dans ces domaines-là, pour donner des conseils ou développer des solutions qui seraient le plus appropriées possible pour répondre à différents problèmes qu'ont les équipes un peu partout. Ça peut être des équipes techniques ou des équipes commerciales, business. Et donc il y a une démarche de promotion et de collaboration, de discussion avec ces équipes, parce que effectivement les équipes marketing n'ont pas forcément de connaissances de l'intelligence artificielle, et ils n'ont pas forcément besoin d'en avoir.
Par contre, les équipes ont des problématiques, des problèmes qu'ils arrivent à résoudre dans une certaine mesure. C'est le slide que j'ai fait là, non, le précédent. Ouais, je ne sais pas si tu peux contrôler. Mais... en fait, c'est un modèle que j'ai représenté pour expliquer que historiquement, un peu dans n'importe quelle équipe, mais c'est vrai pour le marketing, si on parle de marketing, les choses sont faites à la main avec une expérience des gens, que les gens ont acquise au fur et à mesure des années dans les équipes. Mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'il faut un peu automatiser ce qu'ils font, parce que c'est pas gérable, on peut pas passer à une échelle supérieure. Donc il y a plein d'outils qui ont été mis en place par des ingénieurs, ou même par les équipes marketing elles-mêmes, avec des fichiers Excel ou des scripts, plein de techniques qui améliorent énormément leur travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on augmente beaucoup la productivité ou l'efficacité, ou on réduit les coûts des opérations marketing. Mais à un moment, on est bloqué parce que ces règles qu'on a mises en place ou ces automatismes, ils doivent être faits à la main, sur mesure, au cas par cas. Donc on ne peut pas passer à l'échelle supérieure. Et c'est là où nous, on peut intervenir avec du machine learning pour s'appuyer sur l'expérience et les outils qui ont déjà été développés. Donc l'idée, c'est pas de recruter des data scientists, on les envoie et ils écrasent tout sur leur passage et ils font tout avec l'intelligence artificielle. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est au contraire de comprendre l'expérience des équipes marketing, de comprendre les outils qu'ils ont déjà mis en place, les automatismes qu'ils ont déjà développés, et d'exploiter ça pour généraliser encore avec un ordre de grandeur supérieur. On verra, il y a un data scientist qui est peut-être dans la salle, Blablacar. Non, il n'est pas... Ah oui, il est là. On te verra sur scène jeudi après-midi. Je vous invite à venir parce qu'ils sont rares les data scientists qui parlent. Et donc, il nous apprendra aussi beaucoup de choses sur le métier et comment il travaille avec l'informatique et le marketing. Merci. Laurent, une question sur comment concrètement vous vous appliquez au quotidien de ce qu'on peut voir sur nos écrans de e-commerce, ces compétences technologiques. Donc ce qui est le plus connu comme système exploitant du machine learning, c'est les systèmes de recommandation. Donc là, on a des équipes entières qui travaillent sur les systèmes de recommandation. Nous, on travaille un peu dessus, mais c'est pas le centre. Enfin, c'est déjà quelque chose qui est très avancé. Et il y a de la recherche qui est utile, mais il y a déjà plein de choses en place. Et il y a d'autres domaines sur lesquels on intervient assez généralement dans plusieurs contextes, qui consistent à partir d'informations qui ne sont pas structurées, des informations brutes comme des images et du texte, prédire ou extraire des informations structurées. Par exemple, si on parle de produits qui sont en ligne sur une marketplace, on a des descriptions de produits et des images. C'est ça les données qui sont associées aux produits. On a des données structurées, c'est-à-dire des propriétés associées aux produits, etc. Souvent, on en a beaucoup. Mais parfois, on n'en a pas, ou on n'en a pas assez, ou elles sont fausses. Donc, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du texte ou de l'image, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est là où le deep learning a permis de progresser énormément. Parce qu'à partir d'une image, on peut comprendre à quel type de produit on a affaire. On peut même extraire des attributs comme des formes de meubles, des couleurs de vêtements, etc. Des choses qui ne sont vraiment pas évidentes à faire automatiquement. Et la même chose à partir du texte. C'est-à-dire qu'on peut interpréter un texte brut sous forme de propriétés qu'on va structurer. Et ça a un impact énorme pour l'expérience utilisateur, par exemple, parce que ça permet de naviguer dans les produits plus facilement, de les rechercher plus facilement. Ça a un impact sur le SEO, le Search Engine Optimization, parce qu'après, ce qui peut être interprété par Google ou ce qu'on envoie à Google Shopping, c'est pas du SEO, mais c'est de l'acquisition de trafic aussi, ça a un impact aussi là-dessus. Donc l'impact est très important et c'est là un domaine où l'intelligence artificielle, le machine learning, vraiment permet de progresser énormément. Oui, surtout que vous avez en fait des marchands, vous ne connaissez pas forcément toute la gamme de leurs produits et que la reconnaissance d'images ou de texte vous permet effectivement de faire des offres personnalisées dans une gamme de produits extrêmement large où vous n'avez pas forcément de références spécifiques. À partir du moment où on a mieux structuré les informations ou obtenu des informations plus fiables, effectivement, les recommandations, elles seront plus appropriées. Donc ça, c'est un exemple de recommandation. Qu'est-ce qui se passe sur cette photo segmentation et détection de l'objet ?
Alors, quand on arrive à interpréter ce qu'il y a dans une image, c'est utile pour extraire des propriétés, mais on peut aussi repérer dans une image un produit, dans une certaine mesure. Donc ça permet de faire le lien entre une image brute et, par exemple, un marchand ou un site de e-commerce où le produit est proposé. D'accord. Et enfin, cet autre exemple, voilà, c'est ce qu'on... Alors, il y a quelque chose qu'on fait aussi avec le machine learning qui est assez impressionnant, c'est qu'à partir de ces données brutes, principalement images et textes, on peut construire une représentation dans des espaces vectoriels, c'est-à-dire des points dans des espaces, et donc on peut calculer des distances entre les objets. Et donc ça permet de regrouper des objets ou ça permet de calculer des similarités entre différents objets. Et ça, c'est utile aussi pour la recommandation ou pour organiser des produits. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez puissant. Donc là, on est dans la réalité virtuelle. C'est un autre test que vous faites. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un autre domaine, mais ça fait partie le point commun, c'est qu'on essaye d'anticiper sur des futurs usages ou d'être à la pointe de ce qui se fait et de manière générale de faire le lien entre la recherche scientifique et les applications industrielles. On est vraiment entre les deux, c'est vraiment notre mission dans ce département de recherche, d'exploiter ce qui a été fait par les scientifiques en général et de voir comment on peut l'appliquer, quel intérêt ça peut avoir pour le business de Rakuten en général. Et donc la réalité virtuelle, ça fait partie des domaines auxquels on s'intéresse. Et c'est un nouvel environnement qui permet de créer de nouvelles interfaces utilisateurs. Donc Internet, c'est les browsers. Un browser Internet, c'est une interface utilisateur, les images aussi. La 3D, c'est un autre mode d'interaction. La réalité virtuelle, ça va encore plus loin. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ses courses en réalité virtuelle, mais justement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper sur des futurs usages et à un moment où la réalité virtuelle va être de plus en plus répandue, voir de quelle manière ça pourra être utilisé. Donc on a développé des prototypes pour essayer d'explorer différentes manières de faire du shopping en réalité virtuelle et d'imaginer ce que ça peut être. Donc on essaye on ne va pas construire un magasin qui va ressembler trait pour trait à un vrai magasin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On ne va pas non plus faire un truc trop abstrait qu'on ne comprend pas, donc on essaye d'imaginer des environnements qui sont compréhensibles, naturels, mais en même temps qui permettent d'exploiter ce caractère immersif qu'on a avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Donc l'intelligence artificielle est basée aussi sur toutes ces datas et vous permet aussi d'augmenter en fait à chaque fois les compétences et les capacités du marketing. Oui, c'est vrai que le cœur de l'intelligence artificielle, ce sont les données. C'est-à-dire sans données, on ne fait vraiment rien. Donc les données, ma question c'était qu'est-ce qu'on fait avec un data lake, c'est pas forcément, si on ne sait pas forcément l'exploiter. À l'inverse, si on n'a pas de données, vraiment, c'est pas la peine de commencer à travailler. Donc c'est une partie très importante qui n'est pas toujours facile de rassembler les données et de les avoir sous une forme exploitable. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on fait avec les différentes équipes et les équipes marketing, de travailler sur les données, quelles données on veut utiliser. Elles ne sont pas toujours dans les systèmes de business intelligence ou dans les logs ou dans les bases de données. Ça ne se passe pas non plus comme ça. Les data scientists, peu nombreux qui sont dans la salle le savent. Il y a tout un travail en amont pour savoir quelles données utiliser, comment les rendre exploitables, comment les utiliser. Et ensuite, il y a les tests avec du machine learning pour voir de quelle manière on peut les exploiter. D'accord, merci beaucoup. Marine, donc dans l'innovation pour le marketing, comme tu le disais tout à l'heure, tu es passée à quelque chose de complètement différent. Dans le processus, qu'est-ce qui t'a amené à passer du marketing à l'innovation et comment tu reviens au marketing pour créer des nouvelles offres éventuellement ou des services aux clients ? En fait, il y a une valeur commune entre l'innovation et le marketing, c'est d'être customer-centrique. Et donc, c'est vraiment des métiers qui sont très proches. C'est une énergie très forte, beaucoup d'optimisme, beaucoup de choses très positives. Et donc, nous, au cours des dernières années, les choses ont beaucoup évolué entre le marketing et l'IT et l'innovation. Il y a que 10 ans, l'approche de l'IT était une approche, je dirais, très B2B. Pour chaque touchpoint, on avait une application avec des données qui étaient propres, avec un environnement qui était propre. Et donc, chaque métier avait son outil pour accueillir le client et s'occuper du client. Et donc, finalement, une expérience client qui était complètement découpée, qui n'avait aucun sens et qui était une chaîne de rupture, je dirais, si je le prends d'un point de vue client.
Et donc, à l'époque, le marketing faisait des demandes fonctionnelles. Et donc, tout ça ne se parlait pas ou très peu. Et donc, une expérience client qui, aujourd'hui, ne pourrait plus exister tellement c'est devenu insupportable avec la digitalisation. Donc, le lien entre le marketing et l'IT a profondément changé depuis 10 ans. Si hier, on faisait des demandes fonctionnelles, je dirais aujourd'hui, le marketeur fait des demandes qui relèvent de l'émotionnel. Et donc, l'IT a également énormément évolué. Je dirais que la culture, l'effervescence autour de la digitalisation, autour de ces nouvelles technologies, a permis de partager la culture IT dans toute l'entreprise. Il n'y a plus les sachants d'un côté, les experts d'un côté, et puis les autres. Aujourd'hui, tout le monde est porteur d'une certaine connaissance. Et donc aujourd'hui, les gens se parlent, je dirais, il y a un partage qui est très fort entre les métiers. Ça a amené beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute dans l'entreprise. Nos rapports sont plus les mêmes. Je dirais qu'aujourd'hui, nos destins sont liés, nos regards sont croisés. Encore une fois, la digitalisation a été un driver étonnant en termes d'agilité, en termes d'accélération de time to market pour nous. En quelques années, de manière très rapide, ça nous a permis de trouver les moyens de revenir et d'être dans la course, je dirais, et d'être dans le time to market. Et pour des grosses maisons comme nous, c'est facile d'en parler aujourd'hui une fois que beaucoup de choses ont été entreprises, mais ça relève quand même du défi et du challenge si on se reporte simplement 3-4 ans en arrière. Donc voilà, ce que je peux dire aussi, c'est que finalement, aujourd'hui, on défend les projets ensemble devant les comités d'investissement. On y va à deux, IT et marketing. On est co-responsable de la réalisation des projets. Et donc, c'est vraiment une approche totalement différente, avec une méthode agile, avec des méthodes sprint, avec des méthodes Scrum, avec du design thinking. Donc, je dirais que l'approche customer-centrique est devenue un dénominateur commun dans l'entreprise. Et encore une fois, pour des maisons comme les nôtres, ça a été, je dirais, quelque chose de très magique parce que ça a accéléré la culture client et donc ça a fait beaucoup de bien à toute l'entreprise. Et comment concrètement vous engagez les collaborateurs? Parce que là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a la DSI, il y a le marketing. Tu nous parlais bien sûr tout à l'heure de la façon dont tu les as engagés par d'autres expériences. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que Marine a fait? Merci. Alors, déjà on engage à la fois les salariés internes, mais aussi nos partenaires externes dans les plateformes qu'on va développer. Donc typiquement, imaginons qu'on développe quelque chose pour Halloween et que la cible, c'est les 28-32 ans. On va se dire, bah, tiens, il y en a X dans les bureaux. Donc on a mis en place des équipes de tests en interne de la Compagnie des Alpes, mais aussi chez nos partenaires. On va dire, tiens, les 26-32 ans, bah, dans nos agences, donc on appelle les agences, ça t'embête, je t'envoie mon UX et puis il te montre l'application mobile, etc., etc. Donc nos équipes qui dans les agences font de l'achat média, de la créa ou même tout à fait autre chose, on va arriver chez eux, on leur montre les outils et du coup derrière, quand eux vont devoir faire la promotion de ça, ils auront aussi testé. Donc il y a vraiment une logique du test à tous les niveaux de l'entreprise qui est assez importante. Et du coup, c'est aussi là que je prends ma casquette CDO, c'est aussi des outils collaboratifs. Parce qu'évidemment, le mail ne fonctionne plus forcément dans ce genre d'organisation. Donc c'est aussi déployer de nouveaux outils. Là, on est en train de déployer Teams, par exemple, pour pouvoir mieux collaborer en interne, en externe, en siège, en site, etc. Donc c'est vraiment des logiques différentes de travail. Merci. Et chez toi, Marine, qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu les as incités à collaborer différemment? Comment tu as libéré la parole? Dans des entreprises comme les nôtres, encore une fois, ça a beaucoup évolué. C'était très en silo, ça l'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus en transversal. Le digital a permis tout ça. Il y a quelques temps, je dirais que le marketing ou les marketeurs ont lancé cette façon nouvelle de travailler en co-construction avec les clients et c'était essentiel.
Quand on veut être câblé client, être customer centric, c'est fondamental d'écouter nos clients et de les entendre et de co-construire avec eux. Et donc, je dirais, c'est ce qui nous a beaucoup guidés ces dernières années pour tous les projets qu'on a menés. Et sans parler des dernières années, mais hier, par exemple, c'était quoi? Raconte-nous. Et la nouveauté je dirais que le marketeur, aujourd'hui, à mon avis, il a un nouveau métier, c'est que il est le liant dans l'entreprise entre les clients et puis les forces vives internes. On vient de vivre une expérience passionnante. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, toute cette complexité finalement, ce multicanal, ces multi-devices, c'est pas forcément évident de se dire c'est quoi notre feuille de route, c'est quoi la vision, par quel bout on s'y prend. Et donc je pense que le marketeur, il est au cœur de tout ça. Et il est au cœur pour faire ce lien entre les clients et puis l'interne. Et donc la nouvelle façon de travailler qu'on vient de lancer suite à différentes expériences d'hackathon et d'incubation interne qu'on a pu avoir l'année dernière, c'est qu'Air France a lancé pour la première fois cette année un programme pour les intrapreneurs. Notre idée, ça a été de se dire, on a des forces en interne qui sont fabuleuses. Comment on libère les énergies, comment on augmente, je dirais, l'engagement des équipes. Et donc, le 15 janvier, on a décidé d'appuyer sur le bouton et de se dire, ben voilà, à partir de maintenant, chaque année, Air France s'engage et Air France offre un écosystème aux intrapreneurs de la boîte. Et donc, on a créé un écosystème bienveillant pour faire en sorte qu'on puisse avoir des start-upers internes qui puissent, dans ce grand groupe, innover et donc accélérer l'innovation et accélérer la transformation. Et alors, vous avez des bonnes idées? Alors, on a lancé une plateforme le 1er février. Il y a 3 étapes dans ce projet. Une première étape qui était une étape d'appel à projet classique. Une deuxième étape de maturation des idées avec un MVP et puis un pitch devant un jury. Et une troisième étape qui sera une étape d'accélération. Alors, on vient de terminer la première étape, l'étape d'appel à projet. Ça a démarré le 1er février, ça s'est terminé le 25 mars. Je peux vous dire que quand j'ai ouvert la plateforme le 1er février, alors le champ était libre. On avait dit, il n'y a pas de thématique, on laisse jaillir les idées. On avait juste fixé un champ, c'était de se dire que tout le monde dans l'entreprise pouvait déposer une idée innovante à une seule condition, c'est que ce soit une nouvelle source de revenus pour Air France. Ah oui, ça c'est quand paraît même simple business comme ça, derrière. mais c'est assez audacieux dans notre entreprise. Encore une fois, c'est souvent les commerciants qui ont la culture du commerce et ce n'est pas forcément la culture dans tous les départements de l'entreprise. Et donc, voilà, on a attendu les premiers jours. Et puis finalement, le 25 mars à minuit, on a fermé cette plateforme. Il y a 120 projets qui ont été déposés, donc c'est juste extraordinaire. Il y a plus de 2300 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. 2300 personnes, c'est quasiment 5% de l'entreprise, c'est beaucoup. Il y a eu plus de quasiment 18 000 visiteurs sur les projets. Donc encore une fois, c'est les personnes qui sont venues sur la plateforme pour lire les projets, rentrer, liker les projets, ont passé du temps, c'est ça que ça veut dire. Il y a 4300 compétences qui ont été déposées, donc ça veut dire que les gens ont envie de s'engager, les gens ont envie de donner, les gens ont envie de sens. Et donc cette plateforme, elle est venue recueillir toute cette belle énergie. Et donc le 26 mars, on a eu un premier jury qui s'est réuni et donc on a choisi sur dossier, sur ces 120 projets, on avait demandé de nous envoyer une petite présentation, 3 slides pour présenter le projet et donc la motivation, l'équipe. Et donc on s'est réunis le 26 mars et la plateforme avait un algorithme qui permettait, avec les likes, avec la solidité de l'équipe, avec la façon dont les équipes avaient présenté le projet sur la plateforme, l'algorithme a mis en évidence 22 projets qui tenaient la route, je dirais. Et sur ces 22 projets, le 26 mars, on s'est réunis et on a choisi 11 projets pour venir pitcher. Et le pitch avait lieu hier après-midi. Donc on a réuni les 11 équipes qui sont venues pitcher et c'était juste incroyable de se dire qu'en 2 mois, 11 équipes s'étaient constituées et avaient développé une idée de business. Et je peux vous dire que les idées qui étaient présentées, c'était à plusieurs millions d'euros, quoi. Donc simplement en ouvrant le capot, je dirais, on a juste une magie incroyable, un taux d'engagement extraordinaire des équipes.
Et donc, on a fait un choix hier. On a retenu 5 équipes. Et ces 5 équipes qu'on va accompagner, qu'on va accélérer, on va leur offrir à chacun un développeur pendant 2 mois pour réaliser leur MVP. Et puis, il y aura un jury mi-juin. Et puis, ce jury, ça sera des membres du comité exécutif. Et ça sera aussi des clients. Il nous paraît fondamental d'avoir des clients à ce jury pour ces nouvelles offres de services ou ces nouveaux produits. Et les équipes qui seront retenues mi-juin seront invitées à être accélérées dans un accélérateur sur la dernière partie de l'année. Et donc voilà, en quelques semaines, je dirais, c'est incroyable de voir à quelle vitesse on peut développer des nouveaux produits et veut dire nourrir la stratégie de l'entreprise. Et encore une fois, moi j'ai envie de dire, le marketeur aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité de faire le lien entre l'énergie des collaborateurs, l'énergie des clients qui aiment les marques. Enfin, je veux dire, nos clients aiment nos marques. Et donc, le rôle du marketeur, c'est de faire en sorte que la marque reste contemporaine. C'est d'être, je dirais, être à l'affût de ces nouvelles tendances, de suivre les choses qui arrivent, de se projeter dans le futur et d'être capable de créer ce lien pour, encore une fois, créer des nouveaux services, des nouveaux produits et de faire en sorte que nos clients aient envie de revenir toujours et encore. Quand je vous avais dit qu'ils étaient passionnés, hein, vous voyez, c'était pas faux. Laurent, un conseil aux marketeurs, et qu'est-ce que c'est le next big thing qui arrive? C'est-à-dire que nous, effectivement, on a vu des tas de choses qui nous font un peu rêver. Est-ce que bien souvent la technologie, on la voit pas, elle est derrière? Et c'est tant mieux, ça augmente l'expérience client. Qu'est-ce que c'est qui va, selon toi, dans les 5 à 10 prochaines années, faire la différence justement dans cette notion d'innovation et de marketing augmenté? Alors des prédictions sur les futures innovations en intelligence artificielle, c'est facile d'en voir sur Internet ou dans les articles. Et il y en a beaucoup. Et il y a des choses complètement délirantes qui commencent à être un peu tempérées par des articles plus sérieux, mais c'est inimaginable ce qu'on peut voir. Il y a des instituts de cryogénisation qui promettent aux gens d'uploader leur esprit dans un ordinateur d'ici quelques dizaines d'années. Donc on voit beaucoup de n'importe quoi. Mais je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être comprise vraiment par tout le monde. Et le travail, il doit se faire entre les data scientists et les équipes marketing, s'il s'agit de marketing. Et je pense que les gens peuvent se comprendre vraiment. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui doit rester ou qui reste forcément opaque pour les gens qui sont pas des ingénieurs ou des data scientists ou des chercheurs. Ou qui n'ont pas un PhD, c'est pas normal de ne pas comprendre ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Les équipes doivent travailler ensemble et les équipes marketing doivent comprendre ce que font les data scientists et vice-versa. Et c'est quelque chose de fondamental pour qu'on puisse avancer, sinon ça ne sert à rien. Enfin, s'il y a une partie des équipes qui collaborent ensemble qui ne comprennent pas ce que font les autres, je pense qu'on n'arrive jamais à rien dans ces conditions. Et ça, c'est un gros travail qui demande un peu d'humilité de part et d'autre. Et c'est le conseil que je donne à la fois au côté data scientist et au côté marketing. Très bien. Et donc, de ton côté, conseiller marketeur et le next big thing? Moi, ce qui m'intéresse tout le temps, comme je disais tout à l'heure, c'est de partir des besoins des clients et de leurs problématiques, concrètement. Donc moi, la mienne, à l'heure actuelle, c'est quand je prends le téléphone et que je demande billets pour un de nos parcs et qu'on me dit concert de Rihanna, je suis un peu embêtée. Voilà. Quand je fais le test sur Google Home en me disant que ça vient d'arriver, et là, je demande billet Futuroscope, et là, il me répond et là, c'est le bug. Donc là, je suis hyper embêtée aussi. Voilà. Donc, et après, d'autres problématiques dans les parcs qu'on n'a pas encore réussi à craquer et que j'aimerais bien craquer justement avec la reconnaissance faciale. Donc, par exemple, vous êtes dans un parc, vous avez des photos dans une attraction, et puis vous dites 1 heure après, tiens, j'aime bien la récupérer. C'est impossible, en fait, parce que elle est partie, etc., etc. Donc voilà, moi, mon sujet, c'est pas de me dire qu'est-ce que je fais avec cette techno, c'est plutôt de me dire j'ai des problèmes depuis longtemps qui sont là, et quand les technos arrivent, tiens, ça pourra m'aider à faire ça. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment de tester ces différents sujets pour répondre à des problématiques qu'on a depuis longtemps et qui vont enfin pouvoir être craquées, en fait. Je peux répondre? Oui, Laurent.
dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, il faut être réaliste par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des choses qui sont... il y a des modèles très très performants, plus qu'on croit. Et il y en a qui sont vraiment beaucoup plus faibles que ce qui est vendu. Et dans le domaine des chatbots, par exemple, l'expérience est souvent très très décevante. Et c'est personnellement, je trouve que c'est un des domaines où l'intelligence artificielle est le plus décevante aujourd'hui. On n'a pas progressé tant que ça depuis des dizaines d'années dans le dialogue en langage naturel. On a progressé énormément dans la synthèse vocale et la reconnaissance vocale, tout le monde en fait l'expérience. Mais dans le dialogue, vraiment un dialogue réel en langage naturel, on n'a pas tellement progressé. On sait faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses très utiles. Je ne dis pas que les chatbots ne servent à rien, mais il ne faut pas survendre non plus cette technologie. C'est quand même très limité, ça demande beaucoup de scripting, etc. Par contre, la reconnaissance faciale, c'est très puissant. Mon point, c'est plus pour du Siri, c'est même pas le chatbot. C'est que les technos à la base, que je ne peux pas moi optimiser, ne sont pas... pour l'instant, justement, up-to-date. Donc on est un peu, au niveau du marketing, bloqué par des technos de base, socle, qui ne sont pas non plus Mais je pense que ça fait partie des choses qui doivent être bien expliquées par les gens qui sont côté technique. C'est à la fois ce qui est la puissance de ce qu'on peut faire, qui est parfois surprenante, et les limites de ce qu'on peut faire. Très bien. Et on n'a pas parlé de vidéo, mais je souligne dans la salle certaines personnes, certains visages que je connais comme Plush, vidéo real-time française, donc ex-concurrent de Periscope et maintenant sur un nouveau créneau. Donc ça, c'est plus tout à fait d'innovation, mais il y a encore plein de choses qui sont en train de se développer sur ce sujet. Vous en utilisez ? Oui. Enfin, quand je parle de réalité virtuelle ou réalité augmentée, en fait, j'inclus dedans les expériences vidéo 360 qui ne sont pas vraiment forcément interactives ni de la réalité virtuelle. Mais on peut en faire beaucoup de choses, je pense, et on travaille sur des prototypes. Il y a dans la vidéo que j'avais proposée, mais elle n'était pas prête à être diffusée. Il y a une expérience qu'on a faite pour le Téléthon où on proposait des visites virtuelles. On faisait une visite virtuelle des bureaux de Price Minister, de Rakuten France. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de voir de quelle manière une vidéo 360, qui est déjà quelque chose d'intéressant en soi, mais qui peut être aussi très décevant, parce qu'une vidéo 360, on tourne la tête et puis là, il n'y a rien, on ne sait pas où regarder, enfin ça peut être nul. On essaye de voir de quelle manière l'exploiter d'une manière qui soit interactive et enrichissante par rapport à une vidéo normale ou par rapport à un environnement plus statique. Donc ça fait partie des domaines qu'on explore et ouais, j'y crois relativement à la manière dont on peut enrichir l'expérience par de la vidéo 360, mais en réfléchissant à la manière de scénariser, il y a une question de mise en scène, et de concevoir les interactions. Très bien. Donc on parle de reconnaissance vocale, on a parlé reconnaissance faciale. J'ai une autre question. Bel accompagnement de l'innovation chez Air France, mais comment gérez-vous la mise à dispo d'équipes sur ce projet d'innovation pendant la période d'incubation? Car ces personnes ont sans doute aussi des postes à assumer. Merci pour cette très bonne question. Alors, la clé de la réussite d'un programme intrapreneurial, c'est d'avoir les managers avec nous. Et donc, c'est très important d'avoir la confiance des managers. L'expérience qu'on a eue l'année dernière avec l'incubation suite aux hackathons, c'est que les managers étaient très fiers de voir leurs équipes détachées sur un projet. L'année dernière, on avait réussi à détacher pendant 3 mois, 2-3 jours par semaine, ce qui était juste inouï d'avoir réussi à faire ça, je peux vous le dire, mais c'était suite à un hackathon. Et donc, le sujet de l'hackathon, c'était comment redesigner l'expérience des clients quand un vol est annulé. Je peux vous dire que ça a passionné toute l'entreprise. Et donc, les managers étaient très fiers d'avoir des collaborateurs qui étaient basés à Toulouse, qui étaient basés au Cargo, qui étaient basés... à Nice, enfin il y en avait de partout, et donc toute l'entreprise s'est mobilisée pour cet hackathon. Donc la clé de la réussite, c'est effectivement d'avoir les managers avec nous. Donc sur le programme intrapreneurial, toute la partie appel à idées qui vient de se terminer, appel à projet, je dirais les gens ont fait ça en plus de leur temps, et donc on n'a pas dégagé de temps pour ça. Sur la deuxième étape, avec les 5 équipes, on va les inviter sur 2 mois, 8 journées. 4 jours pour un launchpad, et donc les aider à positionner leur projet, à pivoter si c'est nécessaire.
Et après, une journée par semaine pour les accompagner et à construire leur business model et à commencer à fabriquer leur MVP. Donc ces 8 journées, on a, avec la direction des ressources humaines, décidé de les valoriser comme un cursus de formation. Ça veut dire que les 5 équipes auront suivi un cursus de formation pendant 8 jours. Elles auront appris à pitcher, elles auront appris ce que c'est qu'un business model Canva, elles auront appris à travailler en mode Scrum, elles auront appris à sprinter. Et donc, les personnes qui s'arrêteront après cette deuxième étape ne reviendront pas pareil dans leur département. Donc, c'est un investissement pour les managers, ces 8 jours. En tout cas, c'est comme ça que je leur vends. D'avoir des équipes qui vont être transformées, qui vont travailler différemment avec un regard différent sur les propres activités et leurs propres feuilles de route. Et sur la dernière partie, la partie accélération, et là, chaque solution va être adaptée à chaque projet en fonction de la complexité des projets. Et donc, on a annoncé la couleur. On ira jusqu'à détacher à plein temps les personnels pendant 3 mois ou 6 mois. Ça va encore dépendre de la complexité des projets. Et l'idée, c'est que le jury a lieu mi-juin et l'accélération est prévue à partir de fin septembre. Et donc, ce temps est le temps que nous avons décidé pour avoir le temps de négocier avec les managers éventuellement des ressources pour leur permettre d'atteindre leur feuille de route d'ici la fin de l'année, parce que c'est souvent des talents qui sont sur des projets stratégiques, et donc de trouver des solutions pour permettre de détacher à plein temps les personnes qui iront jusqu'au bout de la démarche intrapreneuriale. Oui. Je voulais dire un mot parce que c'est intéressant, parce que nous, on a une démarche qui est complètement différente. Donc, quand on a fait justement le projet d'Action Learning à partir du parcours client, chaque équipe, on fait des recommandations. Le vrai challenge là-dessus, c'était de se dire qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient quand même liés à des métiers avant. Par exemple, comment optimiser les transports avec le digital. On aurait pu se dire, écoute, c'est mon job quand même, t'es gentil pour ce projet. Voilà. Et donc, c'était aussi de lâcher prise et de se dire, d'autres personnes vont répondre à des sujets qui sont les siens. Par contre, à la fin du projet, du coup, les équipes reprennent justement le projet qui a été travaillé par d'autres et vont supporter la charge de travail, et eux donc du coup vont venir suivre le projet, passer la main et s'assurer que leur recommandation, si elle est bonne, soit déployée. Mais du coup, on n'a pas créé, nous, d'équipe innovation, à part ces idées qui après réintègrent en fait les processus de l'entreprise pour justement celui qui est en charge de la finance et qui a travaillé là-dessus, il continue à être le patron de la finance et d'autres équipes vont prendre le relais. Donc ces 2 démarches différentes peuvent être jouables selon vos entreprises. Très bien, merci. Écoutez, je crois que le temps file et malheureusement c'est passionnant, mais il va falloir qu'on arrête la conversation. Donc allez-y, je crois, dans la transformation digitale, on peut se dire foncez, on y va ? On vous encourage à le faire. Vous voyez que c'est un work in progress. On vous a donné quelques retours d'expérience concrets et qui continuent. N'hésitez pas à solliciter sur Twitter, à nous envoyer des messages. Je pense que tout le monde ici répondra. Allez voir les exposants qui sont aussi et qui ont plein d'idées. On vous donne rendez-vous cet après-midi pour la table ronde sur la data. Donc, et bien sûr, tout de suite, vous restez, si vous le souhaitez, dans la salle. Il va y avoir une belle présentation avec Google. Merci beaucoup à nos speakers. Vous pouvez les applaudir. Merci.